Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui à l'épisode, j'ai le privilège de m'entretenir avec Sébastien Lapierre. Sébastien qui a passé à l'histoire il y a quelques années en étant le premier Canadien à partir de la côte du continent antarctique et se rendre jusqu'au pôle sud en autonomie complète, sans aucun ravitaillement, sans aide extérieure et en solitaire. Puis ce qui me fascine de Sébastien, c'est que d'un côté, c'est un gars vraiment d'équipe, il est pompier d'envie, c'est un père de famille, il a fait toutes ses autres expéditions majeures, il était accompagné de coéquipiers. Et ce projet-là, il a décidé de le faire en solitaire. C'est vraiment, ça a été pour lui une opportunité d'apprentissage incroyable. Puis il nous ouvre finalement la porte de ces apprentissages-là en nous partageant les moments forts de son expédition en Antarctique. Donc, privilège de voir la conversation avec lui, privilège de pouvoir vous le partager. J'espère que ça va être aussi enrichissant pour vous que ça l'a été pour moi. Bon visionnement! Hey, je suis vraiment content de te rencontrer, Seb. Ouais, moi aussi. Vraiment super. On voit nos noms passer, mais on s'était jamais vus. Hein? Non, c'est ça, exact. Même jamais parlé. Sur Facebook, des courriels, des fois, hop, hop. Ouais. Fait que, non, c'est super. Puis, tu sais, moi, quand je pense à toi, puis ce qui me donnait vraiment envie de te rencontrer et d'avoir une discussion en profondeur, il y a une couple d'affaires, mais tu sais, déjà, je sais que tu es un ancien militaire, mais je connecte à ça, je suis un ancien militaire aussi, tu es un pompier aujourd'hui, fait que, tu sais, clairement, pour moi, il y a quelque chose de... un gars de gang, un gars de tribu, tu sais, ça me parle énormément. Mais aussi, j'ai envie, moi, l'espèce de question forte qui me vient, c'est d'essayer de comprendre cette espèce de paradoxe-là entre le gars qui décide de partir tout seul sur le continent le plus froid, le plus venteux, le plus élevé en altitude du monde, en complète autonomie, puis tout le reste de ton expérience qui est vraiment une expérience d'équipe, tu sais. Puis je suis curieux de comprendre les apprentissages, les difficultés de chacun de ces deux univers, tu sais. Ouais. En fait, le fait d'être seul, c'était comme un défi de plus que je me rajoutais. Donc oui, je suis un gars de gang, ça occupe une place quand même importante dans ma vie, les amis, la confrérie avec les pompiers et tout. Mais c'était justement un peu ça le but de partir tout ça, c'était d'ajouter un défi dans l'expédition, de voir, d'apprendre à me connaître aussi en tant que personne seule, parce qu'on ne l'est jamais vraiment seul. Et puis, ben naturellement, bon, le contraste pompier-chaleur et aventurier polaire, c'est que bien avant d'être pompier, j'étais un petit gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui aimait beaucoup l'hiver. Donc ça a tout le temps resté. Ça fait que de là, la quête des grands espaces blancs dans mes choix d'expédition. En même temps, pompier, l'objectif, corrige-moi, mais c'est quand même d'éteindre les feux. Ben c'est oui. pas nécessairement d'aller chiller sur le bord du feu. Voilà. Donc, si j'aime pas la chaleur, je deviens très efficace comme pompier à m'en débarrasser le plus rapidement possible. Mais c'est vrai, par contre, je déteste la chaleur. Je suis pas un gars d'été, là. Avis à tous les Québécois qui veulent partir en vacances avec moi. Ah ouais, hein? Non, c'est pas mon choix. C'est vraiment... Passer 23 degrés, là, je commence à trouver ça pesant. Dis-moi, j'aimerais ça que tu m'amènes dans ton univers avant la décision de partir en Antarctique solo. Tu sais, l'émergence de l'aventurier, parce qu'évidemment, tu fais du plein air depuis à peu près toujours, ça t'a toujours intéressé, mais à un moment donné, tu as commencé à faire des expéditions plus d'envergure, passage nord-ouest, Groenland, là, tu étais avec quelqu'un, mais je suis curieux que tu nous amènes un peu sur ces deux expés majeurs-là, en aperçu pour comprendre d'où est-ce que tu venais avant de décider d'aller en Antarctique. Ouais. En fait, c'est ça. Comme tu dis, j'ai pas mal tout le temps été là-dedans. Là. Donc, ça me trottait dans la tête l'Antarctique depuis très longtemps. Et puis, en lisant Mike Horn, je me suis rendu compte que, lui, il voulait aller en Antarctique, il est allé au Groenland. Fait que j'ai commencé à explorer ça, le Groenland. Ça ressemble à quoi? Fait qu'on s'est monté une petite expé au Groenland qui consistait à traverser la calotte glaciaire d'est en ouest, de Izartok à Kangerlussuaq. Et puis... qui est une distance d'environ 600 km. Ouais, à peu près. Donc, on s'enlignait pour une expédition d'une trentaine de jours sur la calotte glaciaire. Cette année-là,
moi puis Olivier, on a eu des petits problèmes de timing avec Mère Nature. Cette année-là, il y a eu le volcan en Islande. Imprononçable. L'Eyjafjallajökull. Okay. Puis, c'est parce que je l'ai tellement prononcé pour expliquer à tout le monde pourquoi ça fonctionnait pas. T'avais comme pas le choix de l'apprendre. Ouais. Ça fait qu'on a eu tous les problèmes logistiques qui peuvent arriver, là, des délais, des pertes de bagages. Quand tu arrives au Groenland, tu arrives sur une petite île où est l'aéroport international. Et de là, il faut que tu traverses un fjord pour te rendre au glacier. Donc, nous, on avait choisi le traîneau à chien qui était beaucoup plus écologique, beaucoup plus dans la nature des choses, dans la tradition parce que inuit. le fjord, il est glacé. Le fjord est glacé parce qu'on avait fait le choix de partir vraiment le plus tôt possible. Pour l'obtention du permis, il laisse personne partir avant avril, le 1er avril. Ben, on voulait arriver sur place le 27 mars pour être sûr de partir le 1er, pour avoir la température la plus froide, parce que le temps de traverser le glacier, quand tu arrives de l'autre côté, ça commence à fondre, puis là, tu es dans le slush, dans l'eau, donc c'est moins agréable. On voulait le faire dans le froid. Et puis cette année-là, le fjord commençait déjà à dégeler malgré tout. Donc on était dans les débuts là, qu'on commençait à parler des réchauffements climatiques un peu plus sérieusement, et on le vivait. Donc si bien que le fjord était trop dégelé pour les traîneaux à chiens, pas assez pour prendre un bateau, on voulait se replier sur l'hélicoptère, mais vu que le volcan avait occasionné toutes sortes de délais dans les vols, les hélicoptères roulaient pour reprendre le temps perdu. Donc, il n'y avait pas de place à prendre deux aventuriers qui voulaient aller sur le glacier. On a finalement réussi à trouver un local qui avait laissé une chaloupe. Lui, il disait un bateau. C'était une chaloupe. On va dire les vraies affaires, là. Un peu plus au nord. Puis avec ce bateau-là, on pouvait se faufiler un peu dans le fjord pour traverser. C'est ce qu'on a fait. Mais là, on n'est plus du tout à notre point de départ, là. On est beaucoup plus au nord, dans une route qui n'a jamais été faite pour se rendre sur le glacier. Mais dans notre optimisme utopique, on était sûr qu'on rattraperait le temps perdu. On n'est pas parti, on a 1 semaine et demie de retard sur l'expédition. Bon, finalement, on a réussi à monter sur le glacier. On a eu des tempêtes incroyables, les piteraques qu'ils appellent, ce qui a fait en sorte qu'on n'a jamais réussi à même pas regagner une journée du temps perdu. On a reviré de bord, rendu à peu près après peut-être une vingtaine de jours, là. Puis là, on s'est remis en direction du point de départ qu'aurait été notre expédition si tout avait bien été, en se disant qu'il y avait un petit village pas loin, puis que probablement on pourrait prendre un bateau ou quoi que ce soit. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans tous les problèmes qu'on a eu dans cette expédition-là, il y a aussi notre téléphone satellite qui a été cancellé par la compagnie ici. En pensant canceller le téléphone de quelqu'un d'autre, ils se sont trompés dans les données. Donc, on n'avait plus de moyen de communication pour appeler un hélicoptère ou quoi que ce soit. Un détail, rendu là. Un petit détail. Mais bon, ça fait qu'on se disait, au pire, on arrive sur le bord de l'eau, on attend un peu, quand on verra un pêcheur passer, on y fera signe, puis notre optimisme utopique revient, là. Mais bon, finalement, on est tombé sur un Australien qui prenait des photos du ciel. Il était là depuis 20 jours à prendre toutes sortes de photos, un artiste. Puis lui, son hélicoptère venait le chercher dans 2 jours. Ça fait qu'on est resté là, on a embarqué avec lui, on a splitté le taxi, comme on dit. Wow. Donc ça a été le Groenland. Une succession d'aventures dans à peu près tout ce qui pouvait se passer. Expédition majeure 1. Avec Oli. Puis là, on repart de là avec naturellement le sentiment que tout a mal été, c'est un échec, on a donc bien fait des erreurs, comment ça que ça n'a pas marché? Puis là, il suffisait juste de prendre un pas de recul pour se rendre compte que, bon, oui, il y avait peut-être des plans C, D, E, F qui n'avaient pas été élaborés. On avait arrêté à B. Mais bon, ça nous a comme donné le goût de recommencer. Fait qu'on était assis dans l'avion en revenant de là-bas, puis on se disait tout de suite, c'est quoi qui serait le fun de faire la prochaine? Ouais. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ce fameux passage du Nord-Ouest, qui est en fait la voie navigable au nord du Canada qui zigzague un peu dans l'archipel arctique canadien. Super mythique, avec plein d'hypothèses sur le potentiel commercial, éventuellement quand ça va fondre, mais la menace des communautés sur place. Voilà, toutes les expéditions aussi qui ont eu lieu
dont la fameuse expédition perdue de Franklin. Exact. Donc, il y avait là aussi un certain intérêt pour l'aventurier polaire. Et puis, on a mis sur pied une expédition qui consistait à traverser ce fameux passage-là en kayak cette fois. Donc, vu que ça dégelait plus longtemps, on trouvait que c'était une belle façon de démontrer justement l'impact des changements climatiques, du réchauffement. En une seule saison, parce qu'il y en a qui l'avaient fait en plusieurs saisons, mais là, l'idée, c'est de dire, on essaie de partir au début du printemps, au début de l'été. Suivre la fonte des glaces. Puis, c'est presque 3000 km. Donc, on s'est ramassé dans l'ouest canadien, là, à peu près à la frontière entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest, sur le Mackenzie, un fleuve qui se jette dans l'océan Arctique, dans un petit village qui s'appelle Inuvik. Et de là, on en a fait un peu notre camp de base pour finaliser nos préparatifs et on s'est fait larguer dans l'océan Arctique. Puis on est parti en kayak là, pour une super aventure. Honnêtement, là, s'il y a des souvenirs que j'ai de mes expéditions incroyables, là, c'est dans l'Arctique. Là, avec des paysages à 360, il n'y a pas d'arbres. Donc, surtout que tu montes sur une petite butte, tu as une vue incroyable sur tous les horizons. Et puis encore une fois, cette année-là, le timing a fait que malgré le réchauffement climatique, malgré la fonte des glaces, on est tombé sur l'année dans les 20 dernières années où il y avait le plus de froid et de glace dans le passage, si bien que, bon, on avait misé un peu sur les dates de départ et d'arrivée, mais il y a quand même une baie vers la fin de notre périple, Committee Bay, qui n'a jamais dégelé de l'été. Donc, les vents ont toujours tenu les glaces là. Donc, on a dû arrêter. On devait arrêter dans le village après Committee Bay. On est arrêté dans le village juste avant. On a quand même fait là, 2800 km en 57 jours. Wow! Fait que c'est ça les deux expéditions qui m'ont amené à l'Antarctique. Puis dis-moi, avant d'aller vers l'Antarctique, quand vous êtes arrivé 500 km plus loin que Cambridge Bay à votre point d'arrêt, là, c'était quoi l'émotion principale à la fin de cette expédition-là? Il y a des journées qui étaient exceptionnelles. Tu veux t'organiser une sortie en kayak dans les conditions parfaites, puis t'aurais pas ça. Là. On était sur une baie, on traversait une baie. C'est une mer d'huile, t'es dans l'océan Arctique, une mer d'huile, pas un son. Au milieu de la baie, on décide de s'arrêter pour prendre une petite bouchée. Puis là, un moment donné, on entend un petit souffle. Un beluga, pas un banc, un beluga, au même endroit que nous autres, qui nage vers nous autres. Un petit dos blanc qui sort de l'eau, tranquillement. Il n'y a pas un son, là. C'est calme, là. C'est comme le moment parfait. Puis là, le beluga s'en vient vers nous autres, tranquillement. Il passe juste en dessous du kayak en se virant, puis là, tu y vois la face qui te regarde, là, juste en dessous. Puis il repart. Petit intermède. C'était un moment magique, là. T'es assis dans le cap. Ah ouais, là, t'es comme... Cette journée-là, après ça, là, on a pagayé, là. On était comme... On flottait, là. C'était sur un nuage, là. Ouais, parce qu'on flottait pareil en kayak, là. Tu sais, c'est ça le principe. C'est une bonne nouvelle. Mais on était vraiment, là, dans... Regarde, il n'y a rien qui peut arriver. Il n'y a rien qui va nous arrêter aujourd'hui. On a vécu un moment, là, de grâce. Puis à l'inverse, il y a des journées, là, t'es dans un kayak de 22 pieds de long, puis tu montes dans houle, puis ni le nez du kayak dépasse, ni la proue du kayak est dans le fond. T'es dans la vague, là, 22 pieds, ça veut dire la vague à 24, 25 pieds. T'es là-dedans, en kayak, dans l'Arctique. Tu te dis, bah, OK, peut-être qu'aujourd'hui, je prendrais d'autres choses que ça. Ouais. Puis en même temps, tu sais, c'est de la grosse houle. Ça fait que c'est pas comme de la déferlante, c'est pas trop dangereux. C'est impressionnant, là, les premières que tu pognes. On parlait pas beaucoup. On était prêts à faire nos appuis. Puis... Mais tu sais, autant l'Arctique a été calme et magnifique, autant des fois c'était impressionnant puis épeurant. Là, on fast forward un petit peu, c'est fascinant de t'écouter. Comment tu passes de là à être sur la ligne de départ en Antarctique, solo, quelques années plus tard?
L'Antarctique, je voulais y aller. Je savais que c'est rough, donc je voulais y aller quand j'allais être prêt. Ouais. Et puis, pour me rajouter un petit défi, question d'apprendre, d'avoir un certain apprentissage, je me suis dit, ben garde, je vais la faire tout seul, celle-là. Je vais monter une expédition solo. Y avait-tu une partie de toi qui savait, en t'engageant là-dedans, que tu allais potentiellement être le premier Canadien? Puis est-ce que ça drivait potentiellement un peu la décision ou pas du tout? Non, même pas, parce que moi, dans ma tête, c'était pas vraiment présent. J'y allais vraiment pour vivre un trip polaire là, d'aventure un peu. Dans ma tête, j'avais encore toutes les histoires mythiques là, les légendes, des légendes, ton univers imaginaire, là, ton ouais. imaginaire super allumé là-dessus. Oui, puis c'est ça, tu sais, ça avait... Veux pas, quand t'as ça dans la tête, t'as lu des récits de Shackleton, d'Amundsen. Exact. Fait que tu te dis, hey, là, je m'en vais là, dans leurs traces, puis... Fait que c'était plus ça qui m'allumait, là, de passer à même... Ben, dans le passage du Nord-Ouest, c'était un peu ça aussi, mais c'était vraiment ça qui m'allumait, là. C'était l'expé de ma vie, j'avais rêvé de l'Antarctique pendant tellement longtemps. D'ailleurs, c'était un peu ça le Groenland aussi. C'était comme la première étape parce que je savais que c'était un terrain de pratique pour l'Antarctique. Ah, ça fait des années que ça te ben drive à avancer dans tes connaissances, ton expérience, prendre la confiance, puis à chaque fois, tu augmentes le niveau de difficulté. Ouais. Puis là, t'arrives là. Fait que, tu sais, si l'objectif, c'est pas nécessairement de performer, ça reste une performance physique, on se dit, mais si c'est pas de battre un record, c'est d'arriver au pôle sud. Oui. Fait que, mais là, on se prépare pas nécessairement de la même façon pour battre un record, pour y arriver. C'est quoi ton plan de match? En fait, une expé polaire, c'est un peu ça, c'est de mettre des fois un peu plus de temps pour s'assurer de ne pas faire d'erreurs, pour pas vivre avec les conséquences de ces erreurs par la suite. Si tu te gèles la face, les doigts, ça améliorera pas. T'sais, une blessure, ça s'améliore pas, ça se dégrade en expédition. Exact. Fait qu'à moins d'arrêter, là, puis vraiment prendre une pause. Donc, c'était un peu ça. Même chose, si tu brises ta tente, un ski ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que tu as de l'énergie qui va aller là-dessus, qui ira pas sur la progression. Tu as du temps, de l'énergie qui va aller là-dessus. Donc, c'était vraiment là d'avoir cette mentalité-là, des fois prendre 5 minutes de plus, se préparer le matin, ça va t'aider de tout le temps vérifier qu'il n'y a pas de peau d'exposé. Puis même si, à quelque part, on dit que j'allais pas là pour dans une optique de battre des records de performance, en moi, là, ça restait là. Ouais, c'est sûr. On est un peu élevé dans une société de performance. On veut être les premiers, on veut battre des records, on veut gagner le gros salaire, on veut... Tu sais, on est dans la performance à côté quasiment tous les jours. Alors, on va y aller dans un instant parce que j'ai l'impression que ça... Il y a un peu des démons, en tout cas, un combat entre les deux Sèvres à cet endroit-là. C'est super intéressant. Pour les gens qui connaissent moins le continent antarctique, ça ressemblait à quoi l'itinéraire que tu t'étais fixé en termes de dénivelé puis de progression? Tu sais, juste un aperçu. Ouais. Je partais de l'océan, donc au niveau de la mer, dans une petite baie qui s'appelle Hercules Inlet. Théoriquement, tu dois partir de la limite entre l'océan et le continent et te rendre jusqu'au pôle sud, ce qui, dans mon cas, représentait une distance là, d'environ 1200 km. Okay. Ce 1200 km-là se fait en montant parce que tu débutes au niveau de la mer et le pôle sud se trouve à peu près 3000 mètres d'altitude. Donc, c'est une ascension de 3000 mètres qui se fait sur 1200 km. J'avais 50 jours d'autonomie. J'espérais le faire en 45. Donc, j'avais à peu près un 10% là, de marge de sécurité. Et puis, ben, l'Antarctique, comme le Groenland, étant un gros glacier, c'est des vents catabatiques qu'on appelle, donc qui viennent du sommet du glacier vers le bas. Puisqu'il fait plus chaud en bas, ça crée une zone de basse pression et ça tire l'air froid vers le bas. Donc, sur mon périple, j'avais toujours un joli vent de face qui tentait de me repousser. Donc, c'était à peu près ça le plan de match, l'itinéraire là, de l'Antarctique. Et là, ça débute. Comment se passent les premières journées? Les premières journées sont un peu euphoriques parce que j'étais dans un mode, là, là, c'est le laisser aller. J'ai tout préparé. J'ai tout ce qu'il me faut dans mon traîneau.
L'avion te largue à ton point de départ. Ciao. Ciao, bye. T'es tout seul. Puis là, t'as cette immensité blanche devant toi. Au départ, tu as encore quelques montagnes sur la côte de l'Antarctique. Donc, ça fait un paysage spectaculaire là, avec le blanc immaculé de la neige et à peu près les 78 dégradés de bleu du ciel. Puis là, tu as ces montagnes grises là, dans lesquelles tu dois te faufiler pour atteindre vraiment le glacier. J'ai un petit moment de nostalgie. Ah, ouais. Donc, c'est magique. Tu peux juste être encore là dans un moment là, de contemplation, puis tu avances là-dedans en te disant hey, là, c'est réel, là. J'y suis. Fait que les premières journées, là, tout est beau, tout va bien. Dans ma tête à moi, là, c'est le bonheur total. Là. J'ai l'impression qu'il y a une suite à ça. Là. Ouais, mais là, après ça... Les premières journées, tout est beau. C'est ça. Après ça, l'expédition te ramène à la réalité que oui, tu as une quantité limitée de nourriture, puis il faut que tu avances. Fait que les premières journées qui arrivent avec des fameux white-out, un white-out, là, pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle, c'est quand les conditions climatiques font en sorte que tout devient blanc. Exact. Donc, il y a comme deux types. Il y a ceux causés par le blizzard, là, que là, c'est vraiment de la neige, mais tu as quand même un ciel bleu au-dessus de toi qui permet de voir un peu où tu t'en vas. Les white-out en Antarctique qui sont causés plus par le couvert nuageux, la petite humidité qui sort du sol, parce qu'il n'y en a vraiment pas gros d'humidité en Antarctique. Ben, ça fait que là, tu n'as même plus de ligne d'horizon. Là. Blanc. Tu es dans un nuage. Tu vois même pas le sol parce que l'Antarctique, c'est pas plat. Là. Il y a des sastrugies, donc comme des lames de neige sur le sol. Fait que tu les vois pas. Fait que ton cerveau est pas capable de faire travailler tes stabilisateurs, tes muscles en fonction de ça monte, ça descend, il y a un dévers à gauche, à droite. Fait que tu as de l'air d'un gars sous qui se promène. À la limite, tu as de la misère à savoir si ça monte ou ça descend. Ah oui, tu sais pas en tout. Ouais. Fait que chaque pas que tu fais est en déséquilibre. C'est extrêmement difficile. C'est rough sur le body, c'est rough sur le moral parce que tu vois pas ta progression. Puis d'habitude, tu progresses pas au rythme que tu progresses quand tu vois bien. Fait que tu dépenses à peu près 2 fois l'énergie d'une journée ordinaire pour la moitié de la progression d'une journée ordinaire. Donc, c'est extrêmement difficile sur le moral. Puis il n'y a personne dans ce cas-là pour valider ou double valider ta navigation parce qu'il reste que tu es dans un territoire où tu peux rencontrer des crevasses, il y a une montagne. Exact. Fait que là, tu navigues à la boussole dans le whiteout. Ouais. Puis il n'y a personne pour te dire j'irai un petit peu plus à droite, j'irai un petit peu plus à gauche. Tu sais. Fait que c'est comme. Oui, parce que quand tu es 2 ou 3, à la limite, il y a ça. Puis il y a le fait qu'après 1 heure, tu switches. L'autre gars va prendre la boussole. Puis, parce que c'est une bonne charge mentale. Tu es concentré sur ta boussole. Puis on parle de boussole parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que le GPS fonctionne avec des batteries. Fait que si tu roules au GPS toute la journée, tu n'en auras plus de batterie. Là. Fait que, puis une journée nuageuse comme ça, tu n'auras pas de soleil pour recharger. Fait que le GPS, il est vraiment en backup, là, dernier recours. J'avais un genre de harnais sur lequel ma boussole était posée, puis je regardais que ma boussole pour rester en ligne droite. Parce que là, le monde qui l'ont jamais vécu, là, oui, on finit par tourner en rond. C'est automatique, tu gardes pas le cap là-dedans. Tu décales. Fait que c'est ça. Fait que là, la réalité te rattrape, la progression est moins là. Là, quand ces journées-là s'enchaînent, là, tu commences à trouver que ça va pas assez vite à ton goût. C'est là que tu veux un peu plus performer puis avancer. Puis il y avait d'autres expéditions en même temps que toi sur le continent? Oui. Il y avait une Polonaise qui était là en solo aussi, qui était partie, elle aussi, peut-être une dizaine de jours avant moi. Il y avait une équipe de Britanniques qui était 7, je crois, qui faisait à peu près le même trajet. Puis il y avait une Norvégienne qui était là aussi, qui était partie. J'étais le dernier, je pense, à partir cette année-là. Ça a été quoi l'impact sur toi de savoir qu'il y a d'autres expéditions qui ont peut-être des plans différents, puis tu sais, de savoir que je suis tout seul, mais je suis pas tout seul en même temps sur le continent? En fait, là, c'est le gros aspect de comparaison. Tu sais, on parle, puis je vais là pour le fun, puis ça va être à mon rythme, puis je suis pas là pour battre des records. Puis en même temps,
Veux pas, tu reçois les infos de ce qui se passe avec les autres. Hey, Colin, lui, il a fait 32 km aujourd'hui. Mais là, on s'entend qu'on n'est pas à la même place, fait que c'est correct. Il a fait 32 km, genre, dans le 87e degré. OK. Là, tu le gardes dans la tête, ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, je vais être capable de faire du 32 km. Là, aujourd'hui, je fais 23. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais tomber, je vais faire du 30, 32. Inconsciemment, ça reste là. T'es pas là pour de la performance. Puis là, t'arrives dans le 87e degré. 26, 27 km. Comment ça que je fais pas plus que 30? T'sais? Ça revient, là, tout naturel, se comparer à la performance de l'autre, comme si c'était une compétition. Mais je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour faire des records. Comment ça que je me compare? Mais bon, ça restait là, mais pas pire que ça. Moi, mon plan de match, c'était vraiment de garder ma vitesse de croisière. Puis quand j'allais arriver vers la fin, sur le plateau, où là, ça arrête de monter, c'est plus droit, là, je pourrais ouvrir la machine. Puis... Okay. Mais là, il y a eux autres, ces Britanniques-là, qui font partie des forces spéciales britanniques. Ils sont 7, ils sont pas en équipe, ils sont 7. Donc, en théorie, c'est un peu plus simple au niveau logistique. Le traîneau doit être moins pesant que le mien. C'est des gars des forces spéciales, ils sont en shape solide. Ça travaille. Fait que là, comme... C'est ça l'affaire, c'est que j'ai comme laissé toute cette info-là rentrer, qui me servait à rien. Ça me servait à rien, toute cette info-là. Ouais. Là. Non, c'est vrai. Puis j'ai tout laissé ça rentrer. Ce qui est totalement naturel. Qui est naturel. Puis tu sais, t'es en solo, ça fait que t'as pas personne d'autre à qui jaser. Ça fait que tu te jases des infos que t'as. Ouais, tu vas pas sur Netflix, là. Non. Mais en même temps, tu sais, je n'avais pas de besoin. Puis là, à un moment donné, eux autres, parce qu'ils sont partis plus tôt que moi, ils finissent par arriver sur le plateau bien avant moi. Puis je continue d'aller chercher des infos, comment ça va, eux autres. Puis là, ça va mal. Ça va mal, ils sont malades, ils se gèlent, ils n'ont jamais vu du froid comme ça. Puis encore là, tu sais, j'aurais dû me dire, ben là, c'est des Britanniques, moi, je suis un Québécois. Ça fait que le froid, on n'a pas le même... On sait pas d'où ils viennent, on c'est sait pas ça, ce qu'ils ont fait avant. On n'a pas le même rapport avec le froid au Québec qu'avec partout à bien d'autres endroits dans le monde. Mais c'est pas grave, je me laisse omnubilé par ça. Ça va mal, eux autres, des gars en shape, ils sont 7, ils avancent plus. Là, moi, mon plan de match que je me suis fait, là, qui est de dire une fois sur le plateau, ça va bien aller, c'est plus vrai. Mais ouais, non, c'est ça. Là, la stratégie qui est basée sur le fait d'aller plus vite rendu sur le plateau ne marche plus. C'est dur, c'est dur sur le plateau. J'ai la preuve, ça va pas pour eux. Là, je suis en shape. Fait que c'est là qu'il faut que j'ouvre la machine. Fait que là, les jours d'après, là, ça a comme été le gros combat dans ma tête. Ben voyons donc, c'est donc ben con ce que t'as pensé. Tu peux ouvrir la machine là, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu n'avances pas là? Tu sais, pourquoi tu remets ça plus tard? Tu ne sais pas ce qu'il va y avoir. Tu sais, là, tout est chamboulé. Là, je suis parti là, sur une dérape négative. Le mental drop. Puis là, plus de mental. Tu n'avances plus. La progression n'est plus là. Ça fait que tu n'avances plus. Le mental drop. C'est une roue qui tourne. Ça fait que là, je suis dans un cercle vicieux de négativité. Puis le plaisir, c'est comme ton facteur numéro 1. Penses-tu qu'il est encore là, le plaisir? Il n'est plus là, le plaisir. J'ai plus de fun. Je pense juste à scraper mon plan de match. Puis là, à ce moment-là, je comprenais pas. Puis je réalisais pas ça, que je me comparais. Puis que j'avais... Non, t'es dans l'émotion. Ben puis là, puis là, hey, mon trip là, que je me planifie, que je vais arriver au pôle sud, là, ça marchera pas. Je vais manquer de bouffe. Tu sais, tout ce qui peut être le plus négatif est là. Puis ça a pris vraiment quelqu'un de l'extérieur. J'ai appelé un soir ma conjointe. OK. Puis c'est elle là, qui m'a donné une bonne claque d'en face. Là, là, c'est quoi le problème? Nice. Présentement, là, t'as-tu un problème, là? Non, là, mais là, tu sais, plus tard... Là, ça va-tu bien, tes affaires? Tu manques-tu de bouffe? T'es-tu blessé? T'es-tu en forme? Bon! Pack tes affaires, fais ta journée, puis rendu là, on verra, mais là, t'es encore à 200 km de là. Ouais, t'as raison, là, ça me sert à rien. Bon, ouais, fais ce que t'es allé, va triper, ski en Antarctique, regarde le ciel bleu, puis
puis avance, c'est tout. C'est la seconde que tu raccroches avec elle, Ouais. qu'est-ce qui se Là, passe c'est dans ton comme- corps, dans ta tête? Ben, en premier, ça a comme été de dire, bon, tu vois, là, t'as quelqu'un qui est là pour toi, qui te supporte, peu Ouais. importe ce qui va arriver, là, t'as vu ce qu'elle t'a dit, là, fait que- Quelle confirmation d'amour dans le support des rêves, Et voilà. pis tout, déjà. Ouais. là. C'est là la différence entre quelqu'un qui te supporte puis quelqu'un qui t'aide dans quelque chose. Là. Elle était Ouais. vraiment là pour me supporter, puis je le savais quand je pars en expé, c'est parce que ma blonde est en arrière de moi, puis c'est elle qui tient le fort à la maison. Puis là, ça m'est revenu à l'esprit. Puis ça m'est revenu que peu importe ce qui arrivait, là, ben, je me souviens que je lui avais dit dans ce téléphone-là, tu sais, si je fais pas 30, si je fais pas une journée de 30, tu vas-tu être déçu? Tu sais, tu vas-tu être fier de moi? Tu vas-tu être déçu? Puis elle dit, c'était-tu dans tes objectifs, ça, de faire une journée de 30? C'était-tu ton top 5 des objectifs en Antarctique, là? Je veux faire une journée de 30 km. Tu vas arriver au pôle Sud, tu as 50 jours pour le faire. Tu feras une journée que ça prend, là. Hey, ouais. Comment ta game mentale puis la fin de l'expédition s'est passée avec ce pivot-là? Je suis retombé vraiment dans m'amuser, avoir du fun. Puis je me souviens d'une journée que ça a été ça. Ça a comme été... Regarde, aujourd'hui, je la joue comme ce que je faisais quand j'avais 18, 10 ans, là. Tu sais, je joue dehors. Là, je suis ici, là, puis je joue dehors en Antarctique. Puis là, hey, je te dis, ça glissait, là, ça roulait, il n'y avait plus de problème. C'était du gros fun, là, tu sais. Je m'arrêtais, je mangeais, je prenais des photos, je disais des niaiseries à ma caméra, à ma GoPro, puis j'avais du fun, là. C'était le fun. C'était ça, là, le petit gars qui veut aller en Antarctique, il est là. Qu'est-ce que t'en fais de ce temps-là en Antarctique à cette heure? Tu sais, le moment que t'attends depuis toujours, là, c'est ça, j'y suis. Là, t'en fais quoi? Fait que j'ai décidé de vraiment me remettre à m'amuser. Puis ça a été ça jusqu'à la fin. Après, j'étais comme, OK, là, j'ai repris mes objectifs, là. Je suis ici pour avoir du fun. Bon, oui, c'est sûr, il faut que tu avances. Mais quand tu as du fun, c'est pas mal plus facile d'avancer que quand tu n'en as pas. C'est clair. Ça fait que des fois, je m'arrêtais juste pour aller jouer dans les grosses astrugis. Je perdais du temps. Ben après ça, on dirait que ça repartait plus vite. T'sais, le moral était meilleur. Puis j'ai fini par faire des 30 km. T'sais. Ouais. J'ai fini par en faire parce que Nice. je pensais plus. Puis c'était le fun d'avancer. Là. Puis je comptais un peu moins les heures. Fait que inconsciemment, c'est venu parce que j'ai lâché prise là-dessus. T'sais. Puis ton arrivée au pôle Sud, décris-moi ton arrivée au pôle Sud, Ah. c'est quand même le moment pour lequel tu as travaillé. Ouais. Là, Mais l'arrivée au pôle Sud est anecdotique parce que là, on est en Antarctique. L'Antarctique, il fait froid. C'est moins 40, moins 50, des vents. Donc, le fameux refroidissement éolien, là, il est pas mal tout le temps là. C'est juste du refroidissement. C'est juste de ça. Ça fait que il me reste 30 km à faire pour arriver au pôle Sud. Donc, une journée. 32 peut-être. Donc, il me reste une journée pour arriver au pôle Sud. Puis, naturellement, bon, la veille, j'appelle le camp de base pour prendre les infos, dire comment ça va. Puis, eux autres, ils me disent, là, demain, Sébastien, on annonce un refroidissement extrême. Oh, bon, c'est un refroidissement extrême en Antarctique. Là, tu m'as jamais annoncé ça. J'ai eu des températures de fou. Ça veut dire que ça va être vraiment extrême. Ah, il dit, oui, ça va être très, 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 très froid, des bons gros vents. Ça fait que prépare-toi en conséquence. Je dis, ouais, bon, OK. Ben, regarde, on va faire la distance qui reste en 2 jours, là. Ça me tente pas de me geler pendant 10 heures de temps. 2 là. journées de 16, 2 journées de Ouais, 15, c'est ça. 16. Ça fait que ça va être relax. Ça fait que je pars le lendemain. Je sors de la tente. Effectivement, c'est très froid. Tu sais, ça pogne mord, les là. os. Ça mord, là. Ça fait que t'as hâte de partir. Puis l'avantage, c'est que tu roules assez vite pour te réchauffer. Ça fait que tu t'arrêtes pas longtemps. Donc, je fais ma première heure, je prends ma pause. C'est un peu ça le principe. Là. Je roule 1 heure, 1 heure et demie. J'arrête pour manger, boire, puis je repars. Ça fait que je fais ma première pause. Et c'est froid quand on arrête. Ça fait que je me dépêche, je mange, je bois, paf, je suis reparti. Une petite pause de 7 minutes maximum. Je repars, puis là, je skie. J'ai déjà le bout des doigts qui gèle. Ça fait que vite, il faut faire réactiver ça. Puis là, un petit peu avant d'arrêter pour ma 2e heure, je vois au loin. Puis là, je suis pas sûr si j'hallucine ou si c'est vraiment ça, mais je vois une genre de tache noire là, qui se dessine.
Fait que, bon, je sais que naturellement au pôle Sud, il y a une grosse base de recherche qui est là. Il y a beaucoup d'instruments scientifiques, des télescopes, toutes sortes d'affaires au pôle Sud. Là. On s'imagine que c'est désert, mais tu arrives vraiment dans un autre monde. Ça fait que je me dis, c'est peut-être la base américaine que je vois. Mais j'hésite encore, c'est pas clair. Ça fait que je prends ma pause vite, je repars. Puis là, au cours de la 3e heure, je me rapproche, puis là, ça se dessine, puis c'est bel et bien la base américaine du pôle Sud. Fait que là en moi, là, ça commence déjà à monter. Hey, là, ça veut dire que t'as pas mal réussi, là. T'arrives au pôle Sud, c'est ton objectif final. C'est ça que t'entrevois depuis 42 jours. Et là, elle est en avant de toi. Fait que là, je mange, je fais mes choses, puis là, je continue à avancer, puis je roule, je skie vite cette journée-là, je m'en rappelle, parce que le monde me suivait, j'étais en tracking, là, je cherche le mot français. Géolocalisation, puis le monde me voyait progresser, puis il disait, ouais, il a dit qu'il faisait une demi-journée, mais il va vite en tabarouette pour un gars qui se la coule douce pour juste 6 heures. Puis bon, au départ, c'était pour me réchauffer, mais là, c'était comme l'excitation de la finale, là, le petit boost que tu as, justement, quand tu cours un marathon, que tu vois la ligne d'arrivée, ben là, le pace, il augmente un petit peu parce que tu sais que c'est fini, puis qu'après ça, tu souffres plus. Fait que j'ai continué, puis finalement, rendu à mi-chemin, ben j'avais fait un petit peu en moins de temps que prévu la distance. Puis là, je me disais, hey, c'est pas vrai que je vais mettre ma tente ici. Quand je vois la ligne d'arrivée, là, je serais pas capable de passer une nuit à voir le point pour lequel je me bats contre les éléments depuis 42 jours. Fait qu'à mi-chemin, j'ai comme continué. Puis j'ai fait, sérieusement, cette journée-là, ça a été le 32 km le plus rapide de toutes mes statistiques. Là. Toute l'histoire. Toute l'histoire de Sébastien Lapierre. Puis je suis arrivé au pôle Sud. Mais là, pour rentrer au pôle Sud, tu as comme une certaine procédure. Il y a un point que tu dois, pour rentrer dans le bon angle, parce qu'il y a beaucoup justement de recherche puis d'expérimentation qui se font là. Fait qu'il faut pas que tu contamines certains secteurs. Fait que tu te dois de rentrer dans un angle particulier. Donc, tu arrives à un point où tu te rapportes, puis après, tu continues jusqu'au pôle Sud. OK. Mais moi, quand je suis arrivé à ce point-là pour me rapporter, je leur ai dit que j'arriverais le lendemain. Lui, il comprenait plus rien. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas préparé le staff pour l'arrivée de quelqu'un. Fait qu'eux autres, ils se la coulent douce, ils n'ont pas préparé des repas, parce que quand tu arrives au pôle Sud, quand ton expé est fini, c'est pas sûr qu'ils vont venir te chercher tout de suite. Donc, il y a un genre de mini camp de base qui est là avec de la nourriture pour te prendre en charge le temps qu'il y a un avion qui passe par là pour te rapatrier au camp de base principal. Donc, moi, je les appelais, elle dit, ben oui, vas-y, t'es là, puis t'es avertiras en arrivant que t'es rendu. Puis je suis arrivé, puis il y avait personne dans la tente cuisine, il y avait vraiment personne. Puis un moment donné, j'ai vu quelqu'un, j'ai dit, c'est moi, je suis là. Donc, il n'y avait pas de comité d'accueil, c'était vraiment très, très drôle de voir la face. Hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, ben j'ai décidé de continuer, il fait fret, là, ça fait que... ça roulait bien. Elle a dit, bon, ben, OK, je vais aller faire du café. Café, chocolat chaud, ouais, un petit café, ça va être bon. Ça fait que là, pendant qu'elle est allée préparer les affaires, là, j'ai continué jusqu'au marqueur du pôle Sud. J'étais allé toucher le marqueur, j'ai pris une petite photo, je suis revenu, j'ai établi le campement, puis ça a été l'arrivée au pôle Sud. Mais quand j'ai touché le marqueur, il y a comme quelque chose de spécial avec ce marqueur-là, là. En y touchant, là, même pas en y touchant, j'ai vu la pancarte. Il y a comme une pancarte sur les 2 premiers hommes qui sont arrivés, Amundsen et Scott, sur leurs premières paroles qu'ils ont marquées dans leur journal de bord. Amundsen, lui, il avait comme gagné la compétition, parce que dans le temps, c'était un peu la compétition entre les Norvégiens et les Britanniques, lesquels arriveraient au pôle Sud en premier. Donc, lui, c'était un moment de joie et tout en décembre 1911. Puis Scott, lui, est arrivé en janvier 1912 comme bon deuxième. Et puis lui, ben c'est tout le contraire. Là. Puis on s'entend qu'ils ont souffert beaucoup plus que moi là, pour cet expé-là. Donc lui, ça a mal été. Puis en plus, il n'a même pas gagné le premier homme à atteindre le pôle Sud. Puis Scott est mort sur le chemin du retour, d'ailleurs. Donc, tu as les 2 citations qui sont là, les 2 dates. Toi, tu arrives là 105 ans plus tard. Là, tu te dis, je suis le premier Canadien en solo. Là, tu vois les 2 premiers hommes. Là, il y a comme toute l'histoire qui rembarque. Puis là,
toutes les émotions accumulées pendant 42 jours sortent d'un coup tout croche. Je m'en souviens, je voulais faire une petite vidéo de mon arrivée, puis j'étais comme juste... Il n'y a rien qui est sorti, c'était des larmes, des rires, tout sortait croche. Nice. Mais c'était intense, là. Tu mets la main sur le marqueur, puis... tout a bien été, ça... Ben, tout a bien été, on s'entend, mais t'es là, t'as réussi... j'étais top shape, pas d'engelure, pas de blessure. Puis ça a comme été le running gag de l'expédition parce qu'à chaque fois que je parlais aux médecins à chaque semaine, les médecins ils sont comme sur des rotations, c'est que j'ai parlé à 3 médecins différents au total. Puis c'était tout le temps les mêmes questions qui revenaient pour essayer de me faire dire d'une autre façon que peut-être que finalement j'avais un petit bobo, une petite engelure, mais je l'avais pas, ça allait bien. Puis quand je suis revenu au camp de base, c'est la première place que je suis allé, c'était à l'infirmerie pour voir les médecins, pour dire « Regardez, c'est vrai ce que je vous disais, là. J'ai pas d'engelure, j'ai pas de coup de soleil, j'ai pas de blessure. » Ça fait que ça a été un peu le running gag. Mais là, Seb, si t'avais pas de bobo, c'est parce que t'allais pas assez vite. Ouais, c'est ça. Ouais, finalement, t'aurais pu rouler un peu plus. Hein? Il y a même du monde sur Facebook, je m'en souviens. Caroline, ça a l'air facile. Bon, que ça va bien, mais c'est pas facile, là. Mais c'était drôle. Fait que j'étais content d'arriver au pôle Sud, mais ce que je me suis rendu compte, ce qui me rendait aussi émotif, puis c'était la façon que je l'avais faite. Tu sais, que oui, malgré les petits moments là, de découragement puis de négativité, ben au final, dans l'ensemble, j'avais comme fait vraiment une belle expé. J'avais eu du fun 95% du temps. Mes objectifs étaient remplis. Puis, c'est ça, j'étais pas à moitié mort. Je pouvais encore fêter avec les Russes qui étaient là, puis avoir du fun, puis célébrer l'arrivée plutôt que la subir. Là, Fait que ça a comme été le déclic qui m'a vraiment fait prendre conscience que tu viens d'accomplir de quoi, mais tu l'as bien fait. Là, Good job. Fait que j'étais content de ça. C'est quoi se dirigeant tranquillement vers la fin de l'épisode, mais ça serait quoi, tu dirais, sur cette portion-là de ta vie, cette expédition-là, l'apprentissage le plus important pour toi à transférer sur un prochain projet d'aventure ou même dans ta vie de tous les jours? En fait, j'ai appris beaucoup justement de ce rapport à l'autre qui est très présent, de performance, de comparaison. Puis on dirait que c'est plus... Inconsciemment, je l'avais parce que j'en parlais, tu sais, je disais que j'allais là pour le plaisir, blablabla, mais là, je me rends compte que même si tu fais ça, c'est comme en moi, là, tu sais. Fait que c'est vraiment d'apprendre à vivre avec puis de le gérer plus que de complètement le refouler parce qu'on s'entend que c'est quand même bon d'avoir du désir de performer par moment, là. Puis il est là aussi dans mon métier comme pompier. Il y a des fois que faut que tu performes là, quand le feu est pogné puis qu'il faut que tu sortes du monde. Ça fait que c'est bon de l'avoir, mais il faut le gérer. Puis je me suis rendu compte en étant solo que toutes les autres fois qu'on était à deux, ben il était comme un peu tassé parce que c'était comme l'équipe qui prenait les décisions. C'était l'équipe qui avançait, c'était l'équipe qui performait, c'était l'équipe qui allait mal. C'était pas moi. Là, il n'y avait que moi. Là. Si ça allait bien, c'était moi, mais si ça allait mal, c'était moi aussi. Je ne pouvais pas mettre ça sur la faute de personne d'autre. Fait que je me suis rendu compte de plus de choses par rapport à ma personne puis particulièrement ça, la performance, le fait de se comparer aux autres pour aller chercher une certaine... se remonter un peu des fois où je comparais puis je disais voyons, comment ça que je suis pas bon de même? Ben, c'est pas que t'es pas bon, t'es pas à la même place au même moment que l'autre. Fait que ça, je le ramène, puis c'est un des apprentissages que j'ai tiré, que j'essaye de partager beaucoup à mes enfants. Il y a une question classique qu'on pose à la fin de chaque épisode qui est à voir avec la relation que tu as au temps. 168 parce qu'il y a 168 heures dans une semaine. Toi, Sébastien Lapierre, ces temps-ci, après un an de pandémie, après tout ce que tu as réalisé, avec une famille à la maison, etc., comment tu décrirais la relation que tu entretiens avec le temps? Je suis très, très, très au jour le jour. Le temps...
Ben, par mes horaires de pompier qui sont complètement désaxés par rapport à l'horaire régulier de monsieur, madame, tout le monde, je suis souvent comme... quand les gens sont en congé, moi je travaille. Quand je travaille, je suis en congé. Ça fait que quand les autres travaillent, je suis en congé. Donc, je fais pas vraiment d'horaire à long terme. Je suis vraiment au jour le jour. Ça n'a pas que des avantages. Là. On s'entend qu'il y a bien du monde qui a ça quand je suis pas capable de dire ce que je vais faire dans 3 jours. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui aime rester occupé là, tout le temps. Ça fait que je suis tout le temps dans des projets. Puis j'ai tendance comme à croire que le fait de planifier mes affaires trop longtemps d'avance, ça m'empêcherait d'avoir certaines opportunités des fois avec d'autres gens. Ça fait que le temps est une notion que je laisse aller un peu. Tu sais, Hey, si jamais les gens ont envie de suivre tes aventures, d'en apprendre plus sur toi, oui. Tu as une page Facebook, je pense? Oui, Facebook, Instagram, Sébastien Lapierre Aventurier. Ça fait qu'aller là-dessus. Je suis pas... Quand je suis dans un projet, j'en mets. Quand je suis plus tranquille dans le familial, c'est plus tranquille comme page Facebook et Instagram. Mais il y a moyen de me parler aussi. J'ai du monde qui vient de me voir. Ils ont besoin de conseils sur le camping hivernal, les expéditions. J'adore partager. Ça fait que n'hésitez pas. S'il y a du monde qui veut jaser, c'est la place. Super. Ouais. Ben, merci encore une fois. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, allez suivre Sébastien Lapierre sur ses plateformes. Puis pour moi, c'est samuelstigui.com sur Instagram. Je suis pas super actif non plus, mais toujours possible de me contacter de cette façon-là. Merci d'avoir été là. À très bientôt pour un prochain épisode de 168 heures.